Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs de la Temps Info Africa, sur le grand journal de la semaine consacré aux actualités de la semaine ici au Sénégal. Effectivement, je suis toujours accompagné de ma consoeur Aminata Kor. Bonjour. Bonjour Mamoté, bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de la semaine. On va parler de toute l'actualité qui s'est passée dans la semaine, pratiquement avec la campagne électorale, mais aussi la Coupe d'Afrique des Nations avec Mamat. Effectivement, la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Cameroun, c'est la 33e édition. C'est tout de suite. On va démarrer avec la politique. La campagne électorale a démarré depuis le 8 janvier 2022 à Dakar. Abdoulaye Diouf Sarr, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar dans la mairie de Dakar, était donc dans les rues de Dakar. Il a donc présenté son programme dénommé Dakar bu bees, la reconstruction de la ville de Dakar. Je propose de l'écouter. Intelligente. Dakar bu bees, c'est une belle corniche, des plages et des pays de qualité. Dakar bu bees, c'est l'emploi des jeunes, parce que Dakar va fournir des emplois directs et indirects. Dakar bu bees, c'est le terre, c'est le BRT. Dakar bu bees, c'est un Dakar vert, avec des jardins, des quartiers, mais c'est aussi une ville avec une bonne sécurité. Restons toujours avec la coalition Benno Bokk Yakaar. On va aller donc dans la commune de Grand Yoff avec le candidat de Benno Bokk Yakaar, Cheikh Bakhoum. Il a aussi sillonné les artères de la commune la plus peuplée de Dakar, et présenté donc ses réalisations telles que le commissariat de Grand Yoff, mais également le complexe sportif des jeunes de la commune de Grand Yoff. Cheikh Bakhoum, que nous écoutons. Toutes les infrastructures qu'on a projetées tantôt devant les populations de la SCAT Urbam, c'est des espaces que nous avons déjà identifiés. Que ce soit le commissariat, le complexe multisportif, le terrain municipal, le centre des cultures urbaines, c'est vraiment des terrains existants donc qui appartiennent déjà à la municipalité. Et vraiment, ces infrastructures seront réalisées telles que nous l'avons projeté, parce que c'est un projet que nous avons mûri pendant plusieurs années, et c'est vraiment cela le plus important. Et nous demandons aux populations de nous faire confiance, et que clairement chaque élément qui est dans ce programme, nous avons déjà fait les études qu'il faut pour réaliser les infrastructures, pour vraiment changer définitivement le visage de Grand Yoff. Nous comptons d'abord sur les ressources de l'État, les ressources de la mairie, parce que clairement il faudrait qu'on change de gouvernance. On ne peut pas avoir une municipalité qui a un budget de presque 2 milliards et voir les 80%, que les 80% soient concentrés au cabinet du maire. Il n'y a aucun investissement depuis 7 ans, quasiment. Donc ça, quand même, c'est dramatique. Donc on ne peut pas avoir des investissements avec ce ratio-là. Donc clairement, on va changer de mode de gouvernance. Nous allons non seulement tripler le budget de Grand Yoff par une gestion beaucoup plus efficace de la récupération des taxes, parce que nous allons informatiser tout le dispositif. Ensuite, maintenant, les ressources que nous allons obtenir, nous allons les optimiser. Nous allons réaliser ces investissements, et au-delà de ces ressources, nous comptons sur l'accompagnement de l'État. Parce que l'État a beaucoup de projets et programmes qui sont dédiés aux municipalités, qui sont dédiés aux communes, et nous allons capter ces investissements. Et au-delà de ces dispositifs nationaux, nous allons également développer des partenariats publics-privés. Après la coalition Benno Bokk Yakaar, on va donc joindre celle de Yewwi Askan Wi à la mairie de Dakar. Barthélémy Diaz, lui aussi, a présenté son programme tourné autour de 6 axes. Il a donc parlé de ces 6 axes tels qu'une bonne gouvernance exclusive, transparente, mais également un complexe hospitalier de 200 lits. Je propose de l'écouter. Est-ce que vous comptez travailler avec l'État du Sénégal? Mais bien sûr que je compte travailler avec l'État du Sénégal. Et j'espère qu'en tant que maire de Dakar, je trouverai la caisse d'avance de la mairie de Dakar telle qu'on l'a rendue à l'actuel maire de Dakar, c'est tout. Et si on ne nous la rend pas, nous serons dans l'obligation
de sensibiliser les populations dakaroises sur la nécessité et l'utilité de cette caisse. Elle n'appartient pas au président Macky Sall, elle n'appartient pas au maire de Dakar, elle appartient aux populations de Dakar. Et aujourd'hui, il est temps, je le répète, il est temps de sonner la fin de la récréation. Dakar a été assez agressé, Dakar a été assez humilié par le pouvoir actuel et par le président Macky Sall. Et je pense qu'il est grand temps pour le président Macky Sall de comprendre que tout combat a une fin. Il a combattu un homme, c'est fini. Maintenant, on passe à autre chose. Dakar compte retrouver son identité. Dakar compte se remettre au service des Dakaroises et Dakarois. Coalition Benno Bokk Yakaar toujours, cette fois-ci nous allons à Ziguinchor pour recueillir les informations concernant le candidat à la mairie de Ziguinchor, Ousmane Sonko. Il était en visite chez son ami Siaka Badio dans la commune de Niaguis. Occasion saisie pour le candidat de présenter donc son programme dénommé Bourok. Ousmane Sonko que nous écoutons. Ce que je peux vous dire est que Siaka Badio est votre fils, un fils expérimenté, un enseignant, un professeur. Il est digne d'être maire dans cette commune de Niaguis. Il a l'expérience et il peut vous apporter beaucoup de choses. Il a un bon programme. Et ce que je peux vous dire est que Niaguis est un enjeu national. Le seul bon projet de Macky Sall, c'est l'agropole sud. Parce que moi-même, les agropoles font partie de mes programmes phares. Certainement, c'est dans mon programme de 2019 qu'il l'a copié. Les prédateurs fonciers vont s'arracher vos terres. Ils sont très nombreux à venir ici pour voler vos terres. Je vous dis, si Niaguis n'a pas un maire véridique qui ose dire non au président de la République d'ici 5 ans, vous serez des étrangers chez vous parce qu'ils vont morceler toutes vos terres et se les partager. Voilà, donc c'était donc la réaction de certains candidats aux mairies de Dakar à Ziguinchor. Mais également, ces campagnes sont témoignées de violences à Minatakor. Effectivement, beaucoup de violences ont noté un peu partout dans le pays. À Mbour, 5 blessés ont été recensés après les affrontements entre les militants de la coalition Benno Bokk Yakaar de Sira Ndiaye et celle de Yewwi Askan Wi de Abdoulaye Attal. C'est le même cas. Des actes de vandalisme ont été notés dans le département de Koupentoum. Il s'agit des individus non encore identifiés par la police qui ont mis le feu dans la voiture du candidat Ibnou Timia Sila qui a été dans sa maison, mais la police a ouvert une enquête pour trouver les coupables. Face à ces violences notées un peu partout, les Sénégalais font un appel aux hommes politiques à sensibiliser davantage leurs partisans. C'est le reportage de Barthélémy Collier et de La Diouf. La violence qui s'est invitée ces jours-ci dans la campagne électorale n'a pas trouvé preneur du côté de bon nombre de citoyens sénégalais. D'après certaines personnes, ces actes de violence sont provoqués par des discours des candidats. C'est les politiciens qui poussent les jeunes à la violence. Cela à cause de leurs discours de violence. Donc si les discours qu'ils prononcent n'incitent pas à la violence, je pense que les jeunes vont suivre cela. Les enfants sont les enfants. C'est aux parents et aux adultes de parler avec les jeunes avec respect. Trouver la responsabilité de chacun des personnes et les coalitions derrière la violence dans la campagne électorale peut régler le problème. Si on veut endiguer cette vague de violence-là qu'il y a dans cette campagne électorale, il va falloir que les gens prennent leurs responsabilités et qu'ils indexent carrément quelles sont les personnes ou bien quel est le groupe d'individus, quelle est la coalition, quelle est, etc., politique, qui est responsable de ces violences, quoi. On a recensé des violences un peu partout. Ici à Ouakam, il y a eu de la violence. À Mbour aussi, au Wallo, hein, avec le truc de Oumar Sarr, là, il y a eu de la violence. Et parfois, j'ai l'impression qu'il y a des gens, en fait, bon, je ne dirais pas qu'ils sont des potentiels perdants, mais des gens qui sont un peu en difficulté par rapport à leur zone. Puisque certaines personnes qui commettent les violences sont considérées comme des stars, c'est pourquoi elles profitent de ces moments pour se faire connaître. Bon, d'abord au Sénégal, depuis quelque temps, bon, on a entretenu la violence.
Quand quelqu'un fait de la violence, il devient un star. C'est pourquoi les gens, bon, ils se préparent pour des activités comme ça, pour faire de la violence. La démocratie ne peut pas prospérer dans le désordre et dans un environnement de violence. Pour trouver une solution à cette situation, afin de mettre fin aux nombreuses chaînes de violence dans la campagne électorale, les candidats aux mairies et au département sont appelés à revoir les propos de leur discours. Des promesses et un programme très convaincant, c'est la dose actuelle des leaders politiques. Mais est-ce que ces promesses seront réalisées? C'est le reportage de Barthélémy Collier et de Fatou Diangué. Lors des campagnes électorales, beaucoup de candidats étalent leur programme, mais une fois élus, ils peinent à les réaliser. C'est ce que confirment certains. Vous savez, comme je te l'ai dit tantôt dans les coulisses, c'est quoi? C'est que nos candidats, il y a bon nombre qui ne respectent pas leur parole. Et une parole donnée est à respecter. C'est-à-dire, pour réaliser les projets, il faut croire d'abord au projet. Il faut tenir un langage vrai, mais il faut allier parole et action. Par contre, certains sont convaincus que leurs candidats respecteront leur programme. Oui, j'ai suivi quelques programmes des candidats, mais pas tout le monde. Le programme qui me convient, c'est le programme de Pape Diop, l'ancien maire de Dakar. Il va le respecter, je crois. D'après ce que je l'ai suivi à la télé, il va respecter vraiment son programme. Parce que c'est un homme de conviction. Il ne triche pas. Toutefois, il faut faire preuve de discernement pour éviter de se faire tromper. Mais j'invite nos populations à faire preuve de discernement. Je te l'ai dit tantôt. Parce que pourquoi discernement? On vous dira à beau mentir. C'est un dicton qui le dit. À beau mentir qui vient de loin. Si je viens aujourd'hui dans ton quartier, je ne connais pas les réalités. Je ne connais pas peut-être les modes de vie des personnes, des populations. Je viens, je veux m'ériger en maître. Là, je suis en porte-à-faux avec les aspirations de votre quartier. Parce que pourquoi? Votre quartier a sa manière de vivre ou ses manières de vivre. Votre quartier a aussi ses prérogatives, ses aspirations, ses ambitions. Moi, je dois m'impliquer, m'imprégner pour connaître les réalités, les besoins, les aspirations des populations, pour pouvoir travailler pour ces populations. Mais quand je viens pour mon propre sort, pour mes propres intérêts, là, je suis en train de tromper les populations. Je suis en train de les leurrer et ça ne tient pas la route. Le plus important pour les candidats aux mairies et au département n'est pas uniquement de faire des discours ou des programmes pour essayer de convaincre l'électorat. Mais comme on dit souvent que pour joindre l'utile à l'agréable, il faut respecter la parole à l'acte. Toujours avec la campagne électorale, le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie, le CORED, invite la presse à éviter que les moyens financiers dictent leur façon de couvrir les activités. Un constat qui a été fait lorsque 5 quotidiens ont mis leur une sur Abdoulaye Diouf Sarr. Les détails sur cet élément. Campagne électorale et médias, le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie, le CORED, invite les médias à veiller à l'équilibre entre les différents candidats en lice dans le cadre de la couverture de la campagne pour les élections locales du 23 janvier prochain. L'annonce a été faite dans un communiqué transmis à l'APS. En effet, le CORED dit avoir constaté avec étonnement que le samedi dernier, premier jour de la campagne électorale, 5 quotidiens, à savoir l'AS, Vox Populi, les quotidiens, Sources et Critiques, ont consacré le principal une à M. Abdoulaye Diouf Sarr, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à la mairie de Dakar, tout en respectant les choix éditoriaux des unes et des autres. L'organe autorégulation se demande comment 5 quotidiens peuvent se retrouver à consacrer le même jour leur une à une seule et même personnalité à la fois, sans qu'aucun événement particulier ne l'explique. Le Conseil rappelle qu'une campagne électorale est un moment où les appareils politiques font des offres de programmes aux citoyens. Pour cela, il invite donc les médias à veiller à l'équilibre entre les différents candidats en lice, en fait que soit respecter la règle du pluralisme, un des fondements majeurs de la démocratie. Aussi appelle-t-il les médias à s'inscrire dans cette dynamique en ayant à l'esprit l'article 19 du Code de la presse qui stipule que le journaliste et le technicien des médias ne doivent pas accepter aucun avantage ni aucune promesse qui pourrait limiter leur indépendance
l'indépendance professionnelle ou l'expression de leur propre opinion. De même, le Corée révèle l'article 1 de la Charte des journalistes du Sénégal dispose de considérer que le droit du public à une information juste et équilibrée prime sur toute autre considération. Pour le Corée, encore une fois, toutes les listes sont équitables et la presse, dans sa diversité, doit éviter les moyens financiers dictent la façon de couvrir les événements, les activités liées à la campagne électorale. L'organe d'autorégulation engagé dans un travail de monitoring assure que les médias coupables de manquements seront attraits aux besoins devant son tribunal des pairs. Les impacts de la campagne électorale sont aussi notés dans les administrations au public où certains travailleurs sont toujours absents, ce qui va retarder la délivrance des papiers administratifs. Nous allons écouter le reportage de Ousmane Niang et de Fatou Bintou qui ont fait le tour de certaines administrations. Reportage. Pendant cette période de campagne pour les élections locales, c'est un peu difficile pour certains citoyens d'avoir des papiers administratifs. Ce citoyen témoigne. C'est difficile en ce moment de régler des papiers administratifs à cause des élections locales. Ça, c'est pas normal. Il faut nous respecter. Cet autre citoyen militant de Boko Gis qui a son candidat pour la mairie de Sacré-Cœur-Mermoz aux élections locales constate la même chose. Surtout à notre niveau. Parce qu'au niveau de notre mairie, on ne travaille pas. C'est pourquoi nous, actuellement, en tant que jeunes qui habitent dans la commune, on appelle aux gens pour qu'ils viennent aider notre candidat. Si c'était nous qui étions à ce niveau, il n'y aurait pas ce genre de problème. Tout cela est lié au manque d'organisation dans l'administration, estime ce haut responsable immobilier. Il propose des solutions. Je pense que dans ce cadre-là, il faut nuancer, parce qu'il ne faut pas être affirmatif. Parce que c'est vrai, dans les bureaux, il peut y avoir personne, mais dans les bureaux, il va toujours y avoir une permanence. Il ne peut pas être nombreux. Et maintenant, ceux qui sont sur place aussi, généralement, au moment où ils ne sont pas vraiment en campagne, ils peuvent utiliser ce qu'on appelle le travail à distance. Ils peuvent utiliser leur ordinateur, leur téléphone, etc. Parce que je pense que quand même, les politiciens, il ne faut pas dire que ce ne sont pas des gens responsables, c'est des gens très responsables. Presque beaucoup de travailleurs dans les services administratifs sont en campagne. Mais cela ne devrait pas être un prétexte pour empêcher aux Sénégalais d'avoir leur papier qui leur revient de droit. On va parler tout à fait autre chose, Mohamed, avec le cadre unitaire de l'islam et la coalition Jàmmi Réew Mi. Exactement, Aminata Kor, le cadre unitaire de l'islam et la coalition Jàmmi Réew Mi ont procédé à la signature de la charte à la non-violence. Beaucoup de leaders politiques ont signé. C'est le cas de Cheikh Oumar Sy, candidat à la mairie de Fass Colobane Gueule Tapée. Ils ont profité à cette occasion pour appeler aux autres politiciens de venir donc signer cette charte. Je propose de l'écouter au micro de Ousmane Niang. Je pense que pour la première fois qu'on entame une élection avec une initiative pareille, que dans un document bien élaboré, qu'on puisse voir les différentes parties engagées dans ce processus-là, signer cette charte de non-violence ou bien signer cette charte de préservation de la paix au Sénégal, je pense que c'est une initiative que tout le monde doit saluer. Et si moi j'appelle les acteurs politiques, nous en tant que candidats, la coalition Bokk Gis Gis où je fais partie, on va parler avec le président Pape Diop, qu'il appelle l'ensemble des candidats de sa coalition, qu'on puisse signer ça au niveau du siège, mais aussi les autres candidats qui ont refusé de signer. Je pense juste que c'est une question de dialogue qui n'est pas encore achevée. Et il faut achever ça, il faut mener ça jusqu'au terme et vraiment faire de sorte que les différents acteurs aient l'esprit tranquille par rapport à ce processus électoral et que ces élections, une fois terminées, que les gens se retrouvent et se reparlent dès le lendemain parce que c'est juste entre amis et entre frères. Autre information, le syndicat des professionnels de l'information et de la communication a tenu une conférence de presse à la maison de la presse Babacar Touré. Occasion saisie par les acteurs de revenir sur les grandes lignes à prendre pour assainir le secteur médiatique ici au Sénégal. Suivons le compte-rendu de Barthélémy Colly.
Le syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal, SYNPICS, a tenu ce jeudi 13 janvier les assises des médias. Le SYNPICS a organisé un atelier pour consolider les termes de référence, les thèmes et l'agenda. Et à partir de cet agenda, déterminer les grandes lignes pour préconiser la fin des maux qui gangrènent le secteur de la presse. Aujourd'hui, combien de fois nous autres journalistes sommes pointés du doigt par le public pour nous critiquer sur la pratique de notre métier? Combien de fois vous voyez des acteurs de la société se lever et fustiger certains contenus qui peut-être ne sont pas des contenus purement journalistiques, mais qui sont des contenus accessibles au public et particulièrement aux enfants ou aux personnes d'un certain âge. Toutes ces remontées, à mon avis, justifient qu'on puisse s'asseoir et réfléchir ensemble sur le devenir de ce secteur. Combien de fois, combien parmi nous, combien parmi vous, qui sont des employés, sont écrasés plus ou moins par le patronat? Est-ce qu'on va laisser faire ou est-ce qu'on va s'asseoir, se regarder les droits dans les yeux et essayer ensemble d'avancer? Nous avons pris la deuxième option. Il faut que chacun d'entre nous, les journalistes, les techniciens, les administratifs, les producteurs, les patrons, les techniciens, les caméramans, les spécialistes de l'image, les publicistes, les agences de communication, tous, il faut qu'on reconnaisse d'abord, il faut qu'on ait l'humilité d'abord de reconnaître que nous sommes tous, chacun en ce qui nous concerne, une partie du problème. Afin de bien réguler le secteur des médias au Sénégal, le gouvernement sénégalais a annoncé une série de mesures pour assainir le secteur des médias. Quand on a regardé de près les termes de référence, à la limite, ces assises-là constituent une sorte d'accélérateur, ou en tout cas un levier pour nous, pour accélérer les réformes qui ont été engagées par les autorités depuis un certain temps. Vous avez pu constater depuis un certain nombre d'années, 2-3 ans, il y a une accélération des réformes qui s'inscrit bien sûr dans le principe du président de la République qui veuille effectivement appliquer le principe du fast track partout. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, globalement, nous avons pratiquement 10 gros chantiers sur lesquels moi je mesure régulièrement le taux d'avancement et pratiquement nous sommes à 80% pour la première fois et ça nous le devons aux acteurs. Et pour la première fois dans toutes nos instances que nous avons mises en place, les acteurs sont véritablement présents, c'est à la limite eux-mêmes qui prennent la décision. Je veux parler, on a déjà commencé à assainir le secteur à travers l'instauration d'une carte numérisée et sécurisée qu'on a lancée ici même, la carte de presse. Aujourd'hui, on a décidé d'enrôler 800 jeunes gratuitement, sortis des écoles de formation, parce qu'effectivement, aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Diatou l'a dit tout à l'heure, tout le monde l'a dit. Aujourd'hui, la communication se retrouve à la croisée. D'abord, nous avons une transformation numérique qui s'impose à nous, à tout le monde, dans tous les secteurs, en particulier dans les médias, avec tous les corollaires, que ce soit les fake news, tous les secteurs sont impactés, que ce soit l'agence de presse, que ce soit les médias publics, etc. La presse en ligne qui foisonne, et justement au rythme de notre démocratie, et nous devons surveiller en permanence, parce que l'objectif, comme on l'a dit, c'est faire en sorte que la communication, pour servir un levier pour la consolidation de la démocratie à travers le pluralisme de l'information, contribuer au développement socio-économique du pays, garantir la diversité dans tous les sens, mais au bout, contribuer à forger un citoyen, à renforcer la cohésion nationale, à garantir la paix et la stabilité. De manière générale, pour avoir une presse de qualité, il faut insister sur la formation des acteurs. Je pense que c'est le moment aujourd'hui, tous acteurs confondus, de nous dire la vérité. De ne pas nous mettre à nous caresser dans le sens du poil. Moi, je pense que il y a beaucoup de choses à dire. Et assez souvent au Sénégal, la difficulté, c'est quand vous émettez un avis, on a tendance à penser que vous le faites par rapport ou contre telle ou telle personne, telle ou telle organisation. La presse a besoin d'être secouée. Nous avons, en tout cas, en tant qu'acteurs, le droit et le devoir de nous dire la vérité, de nous dire les vérités s'il le faut, pour que demain, le secteur puisse aller de l'avant. Il y a beaucoup trop de problèmes. Et parmi les problèmes, nous qui sommes du secteur, nous en faisons partie, ça c'est clair, c'est connu, mais aussi il faut insister sur la question de la formation
ce que je n'ai pas vu dans le document, mais je pense que c'est une omission qui va être rectifiée parce qu'on ne peut pas avoir une presse de qualité sans une formation de qualité. Donc les journalistes et les patrons de presse sont avertis. Éducation à présent, le QSEMS et le SAEMS ont organisé une marche à Thiès. C'est pour dénoncer le mutisme de l'État face à la crise que traverse l'école sénégalaise, mais aussi le non-respect des accords signés avec l'État du Sénégal depuis 2018, entre autres. Au même moment, la section CELS de Bignona a décrété une grève de 72 heures. Aminata Kor, je pense qu'on va parler à présent des sanctions de la CEDEAO sur le Mali. Effectivement, les sanctions de la CEDEAO sur le Mali aura des impacts pour le Sénégal. C'est l'avis de beaucoup de Sénégalais rencontrés dans ce reportage signé par Barthélémy Collé de La Diouf. La situation qui prévaut au Mali intéresse certains citoyens sénégalais. Pour eux, ces lourdes sanctions infligées par l'organisation sous-régionale la CEDEAO est une manière de faire respecter le protocole de signature. Oui, quand on regarde du point de vue des règles internationales, ça arrange bien le Sénégal parce que tout simplement le Sénégal s'est engagé dans des accords internationaux au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'UEMOA, mais aussi au niveau international, au niveau de l'ONU. Donc les sanctions qui sont prises dans le cadre de la CEDEAO et dans le cadre de l'UEMOA, ça correspond effectivement au respect de ces règles internationales. Donc c'est bien que le Sénégal puisse respecter les règles internationales. Ces sanctions pourront avoir un impact négatif non seulement économique mais aussi sur le plan humanitaire au Mali. Premièrement, je condamne les sanctions. Je le condamne fermement. Même s'il y a des répercussions économiques du côté sénégalais, mais ça peut jouer favorablement sur le plan humanitaire au niveau du Mali. Hein? Ouais. Ça, je ne suis pas d'accord, franchement. Je le condamne fermement. Économiquement, la situation au Mali ne pourra pas profiter le Sénégal. Quand on regarde du point de vue économique, j'ai lu quelque part hier que le Sénégal risque de perdre 400 et quelques milliards dans le cadre des transactions des puits pour le Mali. Ça, au moment où nous nous trouvons, on aura besoin de ces 400 milliards. Hein. Ce n'est pas vraiment tout profitable du point de vue économique. Mais si c'est le sacrifice à faire pour respecter ces engagements, l'engagement est sacré quand même. Hein. Pour éviter de créer une situation chaotique sur le plan économique et humanitaire au Mali, la meilleure solution c'est de dialoguer. Toujours avec les sanctions du Mali, selon Baba Saro, stratégie d'économie sociale et solidaire, il y aura bel et bien des impacts socio-économiques et géopolitiques. Je vous propose de l'écouter au micro d'Ousmania. Tous les deux pays n'ont pas intérêt à ce que les frontières ne soient fermées. Il y aura un impact économique et des impacts socio-économiques et géopolitiques pour ces deux pays, même par rapport à l'ensemble de la sous-région. Regardez ce que génère comme recherche le corridor Dakar-Mali en termes d'impact économique pour les deux pays. Donc on n'a pas intérêt. Je pense que les dirigeants devraient chercher une solution politique en demandant quand même à la junte de ne pas aller sur les 5 ans et de travailler sur les 3 ans. D'autant plus que même la CEDEAO a comme fondement la liberté des biens et des hommes dans le cadre de la sous-région. Donc on peut chercher d'autres solutions, mais pas de fermeture. Donc même si la junte actuellement insiste sur les 5 ans, on peut travailler avec la junte pour que la junte revienne à 3 ans, pas sur 5 ans. Mais une solution d'embargo, ça c'est pas souhaitable, ni pour le Mali, a fortiori pour le Sénégal. Et nous allons à Foundiougne. Le pont sera inauguré par le président Macky Sall ce dimanche, un pont qui est venu à son temps, selon Mayekor Diouf, jeune candidat à la maire de Toubacouta. Un pont long de 1300 mètres servira de raccourci pour aller en Gambie à Casamance. Je vous propose de l'écouter au téléphone avec Momar Seck.
Le pont à péage de Foundiougne, dont les travaux sont achevés, sera bientôt inauguré officiellement par le président de la République, son Excellence. Un gros investissement qui est venu à son heure, qui permettra au département de Foundiougne de souffler un peu, parce que les véhicules qui prennent la Transgambienne contournent vers Kaolack, mais à partir de maintenant, il pourra également passer par le pont et entrer dans le département de Foundiougne pour relier la Gambie. Économiquement, tous les produits halieutiques qui sortent du département de Foundiougne pourront a été réalisé d'urgence pour le bailleur de fonds ou dans les autres régions du Sénégal, Il était de passage très facilement. à Fatick. Donc, dans un premier temps, les usagers pourront utiliser le pont gratuitement pour une période de test d'une quinzaine de jours avant le début de l'application du péage de retrouver son économie. Toujours avec ce pont qui va redonner encore à la ville son rôle, le premier plan à l'ère coloniale où Foundiougne jouait un important rôle sur le plan commercial. Les détails avec Morsek. Le pont à péage de Foundiougne, dont les travaux sont achevés, sera bientôt inauguré officiellement par le président de la République, son Excellence Macky Sall. En attendant, l'infrastructure sera ouverte à la circulation à partir de ce dimanche, 16 janvier 2022, informe Abdoulaye Thiam, responsable de l'exploitation des autoroutes Ila Touba AIBD Mbour. Il aura également en charge le pont de Foundiougne. D'après sa déclaration, les travaux sont achevés. Une gare de péage pour la collecte issue de l'exploitation de l'infrastructure a été réalisée d'urgence pour le bailleur de fonds Exim Bank of China. Il était de passage à Fatick. Dans un premier temps, les usagers pourront utiliser le pont gratuitement pour une période de test d'une quinzaine de jours avant le début de l'application du péage, informe M. Thiam. Ce pont à péage est long de 1300 mètres et enjambe le bras de mer, le Saloum. L'infrastructure à péage va servir de raccourci pour aller en Gambie et en Casamance. Il met Sokone et Toubacouta à environ 2 heures à l'aéroport international de Diass et à environ 3 heures de Dakar, contre plus de 4 heures auparavant. Il désenclave la ville historique de Foundiougne qui comptait 6 ou 7 hôtels il y a quelques années. L'infrastructure permettra également de rejoindre la Casamance sans passer par Kaolack. La ville de Foundiougne a été fondée en 1917. C'est l'une des plus anciennes communes du Sénégal. Grâce à sa position stratégique sur le Saloum, son port de commerce a joué un rôle de premier plan à l'ère coloniale. Du début du XXe siècle à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Foundiougne fut le 4e grand port de commerce de l'Afrique de l'Ouest parce que toute l'arachide cultivée dans le bassin arachidier y passait pour transiter vers l'Europe. Après la guerre, le port fut transféré à Kaolack et le commerce perdit de son ampleur. Pour l'instant, les tarifs du péage ne sont pas encore communiqués, mais on annonce que les coûts seront peu élevés. Le pont à péage de Foundiougne est financé à hauteur de 40 milliards de francs CFA, environ 60 millions de dollars par Exim Bank of China. Merci Mohamed Sek. Beaucoup d'éléments ont été développés dans votre récit concernant le pont, mais aussi l'activité de la ville. L'activité de la ville essentiellement commerciale, comme on l'a si bien entendu dans le récit. Foundiougne avait donc un port donc, qui a joué un rôle très important au temps colonial. Actuellement, si ce pont est construit, je pense que ce sera donc un désenclavement de la ville, mais aussi il faut aller relier directement Foundiougne sans passer à Kaolack. Je pense que voilà, c'est donc le salut de la population. Là aussi, on a vu que ça se trouve dans les îles du Saloum, mais là, on voit que c'est le tourisme qui va encore rouvrir donc ses portes aux touristes en accord. Effectivement, le tourisme va revenir. Donc actuellement, à Foundiougne, presque ça ne marchait pas le tourisme parce qu'il n'y avait pas de gens qui venaient là-bas. Il y avait un problème de transport. Donc avec ce pont, donc la ville va redevenir nouvelle. Donc avec les activités vont marcher à merveille. Les activités, quand on parle des activités, on va parler donc des ressources halieutiques, mais également la population, la marchandise qui passe de la Gambie vers Toubacouta, mais également Foundiougne et pour venir directement donc à Dakar. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour les CRR. Très bonne nouvelle même. Voilà, donc merci beaucoup. Aminata Kor, on va faire une petite pause pour revenir parler de la société. La société, on va parler de la polygamie avec ses conséquences. Certaines femmes ne veulent pas partager leur homme. Toutefois, il faut faire appel à la religion pour pallier à ces problèmes. C'est le sujet du reportage d'Oumou Kalsoum Diallo et de Fatou Bitoudam.
Fait sociétal, la polygamie continue d'être un problème qui subsiste dans la société sénégalaise. De ce fait, bon nombre de la gente féminine la rejettent, malgré que ce soit une recommandation divine. Les femmes refusent la polygamie à cause de la manière de faire de l'époux, nous dit Madame Sarro. Elle ajoute, les hommes ont du mal aussi à être justes. Si les femmes aujourd'hui refusent pour la plupart la polygamie, c'est lié au fait que la manière dont ça se fait pose beaucoup de problèmes. Donc, et c'est la responsabilité des deux personnes qui sont mariées en fait. Donc les deux fondateurs du couple. Donc, parce que si ça se faisait dans les règles de l'islam, je pense qu'il n'y aurait pas eu de problème. Mais d'abord, le premier problème, c'est la manière dont le mari va épouser la deuxième ou la troisième ou la quatrième femme. C'est-à-dire, souvent, ça se fait secrètement et les femmes ou la femme découvrent cela après. Et c'est très très difficile et l'islam n'a pas ordonné ça. Ensuite, les hommes ont beaucoup de difficultés à être justes entre leurs épouses. L'autre problème, je pense, vient des épouses elles-mêmes qui... aussi, des fois, c'est aussi par manque de foi aussi, hein, parce qu'ils rejettent le décret d'Allah. Si on sait qu'un mariage ne peut pas avoir lieu, si Allah ne l'a pas écrit quelque part, c'est un décret. Donc, elles essayent de combattre ce décret qui a été écrit par Allah et ça se retourne souvent contre elles aussi. Donc, ensuite, il y a beaucoup de problèmes de maraboutisme derrière entre elles. Et finalement, toute la famille finit par souffrir. Et des fois, il y a même des histoires, des bagarres. Et ça aussi se répercute sur les enfants. Maud Maké, dans ses propos, dévoile que les hommes qui n'ont pas de moyens et veulent prendre une seconde épouse sont à l'origine des problèmes dans leur famille, mais également l'incapacité à leur mettre au même pied d'égalité. Problème yi ñoo ci nekk ak famille comme boo sëy ci biir kër itam te amoo moyen bëgg a takk ñaareel daf fa day indi ay coow rek ci biir kër gi jubóodu fa mos a am mais bu yàlla dogaloon nga am sa kër bopp soo takkee sa ñaari jabar di nga leen mën a gérer mais kër famille moom boo fa yóbboo ñaari soxna moom looloo waral coow lee xuloo yu bëree bëri di am ci biir kër yi. maanaam tey jii nii képp ku ñëw di nga nangu jëkkëru jàmbur looloo tax aawa yi di bañ wujjee waaw. ndax tey jii boo ñëwee tey jii nii te góor ñi dañuy jeng loolu lan mooy saafara bi mooy daal maanaam ku nekk daal moom la nga yor su fekkee ne yor nga beneen kër nga mën a takk ñaareel nga mën a takk ñaareel yemale leen mais boo leen mënut a yemale moom sa kër mënut a neex moom. La polygamie n'étant pas une chose facile pour certaines femmes qui n'aiment pas partager leur mari, soulève beaucoup de non-dits et peut même amener des divergences dans les familles. Néanmoins, certains Sénégalais tentent de ramener tout à la religion et disent que la polygamie est une bénédiction. Merci Oumou Kalsoum Diallo. On va faire focus également sur le mariage en milieu Diola. Donc en milieu Diola, là aussi, il faut noter que cette coutume est sur le point de disparaître si on n'y prend pas garde, parce qu'il y a beaucoup de valeurs qui sont perdues dans cette pratique. C'est le sujet du reportage de Barthélémy Koli et de Matar Diarra. En milieu Diola, le mariage traditionnel est procédé par des étapes. C'est ce que nous explique cette mère de famille. D'abord, il faut accompagner la mariée chez sa belle famille. Ensuite, la mariée doit rester une semaine avant de sortir dans la maison. Le jour qu'elle sortira, on prendra des pagnes noires qu'on donnera à sa belle-sœur pour qu'elle la lui fasse porter sur son dos jusqu'au puits. Cette maman évoque le choix de qui doit choisir un mari et une mariée. Autant, si c'était un homme, ça devait être le père qui devrait lui trouver une femme. Ensuite, il va voir la famille de la fille. Si les deux familles tombent d'accord, ils vont procéder au mariage. Pour cette mère de famille, auparavant, lors du mariage, la mariée ne devrait pas être présente le jour de son mariage. Lors du mariage, la mariée ne devrait pas être présente. On dira à la jeune fille d'aller quelque part. Elle devra donc revenir après le mariage. Le mariage est sacré chez les Diola. Aujourd'hui, avec l'évolution de la société, elle perd de plus en plus de certaines valeurs à cause de la réalité actuelle. On va parler de la mendicité, toujours ici à Dakar. C'est devenu un phénomène récurrent après les enfants, mais également les femmes. Ce sont les hommes, eux, qui tendent la main
voilà, alors qu'ils pouvaient aller travailler pour gagner leur vie. C'est le sujet du reportage de Seynabou Dia et de Fatou Bintou Deme. La mendicité est un phénomène universel. Elle est pratiquée aussi bien par les hommes que les femmes de tous les âges. Mais de nos jours, on constate des hommes sains qui mendient. Ce phénomène déploré par les Sénégalais. À mon avis, je pense que les jeunes doivent aller travailler comme tout le monde. Dans ce monde d'aujourd'hui, tout le monde est pauvre. Nous croyons seulement en Dieu. Et voilà, donc je pense qu'ils doivent faire le travail, le credo. Je pense que ces gens-là ne méritent même pas l'aumône. Les gens qui méritent de l'aumône, on les connaît. Ce sont donc ceux qui sont handicapés. Voilà. Les jeunes doivent aller travailler pour leur futur. La pratique de la mendicité des hommes est occasionnée au chômage des jeunes, qui est toujours une équation aux autorités. Oui, les jeunes sont fatigués jusqu'à présent. Ils parviennent à avoir ton diplôme, mais pour avoir de l'emploi, c'est des problèmes. Tout ça, c'est le manque de moyens. Ils n'ont pas de moyens pour avoir de l'argent. Certains pensent que c'est le manque de vergogne chez les jeunes. Pour moi, personnellement, c'est le manque de vergogne. Un homme comme ça, venir tendre la main, vraiment c'est déplorable. Ils doivent aller travailler. Il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui pour avoir de l'argent. Vous me voyez, j'évolue dans le commerce eux aussi. Certains peuvent aller au niveau de la maçonnerie. Les chantiers sont là. Donc pourquoi ne pas aller gagner de l'argent au lieu de faire la facilité comme ça? Rare de marcher dans les rues de Dakar sans rencontrer un homme sain et chauve tendre la main. Une situation très déplorée par les citoyens et qui appelle aux autorités de trouver une solution à ce phénomène. Des sujets de la société très importants, Aminata Kor, je pense que voilà, un digne homme doit travailler pour survivre, n'est-ce pas? Ah, c'est effectivement. Donc nous allons parler de la nouvelle qui est arrivée à la région de Tambacounda. La région même vient de se doter d'une cour d'appel. Donc les populations n'ont plus besoin d'aller à Kaolack pour être jugées. Pour dire l'édifice va participer au traitement, l'accélération des traitements dossiers judiciaires. Je vous propose d'écouter le ministre de la Justice, Maître Desso Malick Sall. Et vous avez remarqué également que les dernières commodités en matière d'informatique et de nouvelles technologies équipent effectivement cette cour d'appel-là. Nous avons visité les salles d'audience, nous avons convenu, le ministre des Forces armées et moi, qu'on n'avait pas connu. On n'avait pas eu le plaisir au moment où nous étions effectivement avocats au barreau et d'avoir le plaisir d'avoir des salles d'audience de cette nature. Vous avez entendu le premier président de la cour d'appel vous exprimer toute sa satisfaction. Je crois que vous avez entendu effectivement le maire, le président du conseil départemental, toutes les autorités coutumières, religieuses et militaires exprimer leur satisfaction à l'endroit du chef de l'État. Ce que je vous demanderai à tous, utilisateurs de cet édifice, c'est de veiller à son entretien. Parce que vous avez vu qu'il s'agit vraiment d'infrastructures extrêmement modernes qui ne peuvent fonctionner qu'avec un entretien maximum. Chaque femme veut être la plus belle, mais est-ce que cela vaut la peine d'utiliser des produits pour grossir leur corps? La réponse est dans le reportage de Ousmane Niang et de Ella Diouf. Toutes les astuces sont bonnes pour être belle, c'est pourquoi certaines femmes préfèrent prendre des médicaments ou des doses pour grandir leur rondeur. Et attention, selon cette étudiante, c'est risqué pour la santé, mais c'est risqué aussi pour la psychologie de la personne. Parce qu'il y a des moyens plus faciles d'avoir des formes. Il y a la pratique des exercices physiques. Okay. Et aussi, il y a aussi les remèdes naturels pour ça. Donc, ce n'est pas la peine de prendre les médicaments pour ça. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, d'après cette femme étrangère. Je pense que chacune est libre de faire ce qu'elle veut, mais de toute façon, il faudrait faire attention et surtout s'assumer et s'aimer comme on est.
Voilà, être naturel. Voilà, même si moi je suis maquillée, être naturel. Kumba, elle est sénégalaise. Elle le constate souvent. Selon son avis, elle ne conseille à aucune femme d'utiliser ces produits. Moi, je n'utilise pas ces produits. En tant que femme sénégalaise, je déconseille ceux qui le font d'arrêter parce que ces produits peuvent nous transmettre des maladies que nous ignorons. Utilisez des produits pour être belle ou pour grossir, même si c'est efficace pour transformer votre forme, il peut y avoir des effets secondaires. C'est la raison pour laquelle ces femmes alertent. Et nous allons parler de la maladie du paludisme qui continue de se propager ici au Sénégal. La cause, c'est dû à l'insalubrité et l'ouverture des canaux d'évacuation d'eau. C'est le reportage de Seynabou Dia. On n'a pas l'habitude de voir des moustiques en période de fraîcheur, mais pour cette année, on constate qu'il y a beaucoup de moustiques à Dakar. Les causes sont liées à l'insalubrité. Bon, les phénomènes des moustiques, disons, dans la ville dakaroise, elle est souvent périodique. Et très souvent, c'est souvent engendré par l'insalubrité. Voyez-vous, donc quand les caniveaux ne sont pas assez curés, quand il n'y a pas le curage des caniveaux, quand il y a vraiment fort déchets dans nos différents coins des ruelles, et tout ceci peut engendrer le phénomène des moustiques. Et aussi noter à cela le point de vue des herbages. Donc quand les arbres, les fleurs, voyez-vous, ne sont pas assez taillés, tout ceci peut également engendrer le phénomène des moustiques. Ce père de famille utilise chaque fois les moustiquaires. Pour lui, l'affaire des moustiques n'est pas une question de période. Pour moi, la solution pour éviter le paludisme, il faut dormir sous les moustiquaires. C'est la seule solution. Auparavant, on utilisait beaucoup de médicaments tels que le Nevaquin, mais pour l'instant, je pense que la seule solution, c'est de dormir sous les moustiquaires. Moi, j'utilise les moustiquaires pendant toutes les saisons, la saison sèche et la saison des pluies. Je pense que c'est la seule solution. Si les moustiques se multiplient en cette période de fraîcheur, ceci est dû en grande partie à l'ouverture des canaux d'évacuation des eaux. Les causes de l'existence des moustiques en cette période de fraîcheur, il faut les trouver au niveau de certaines zones, notamment au niveau des canaux. Il y a certains canaux qui sont ouverts. C'est le lieu de production de ces moustiques-là. Donc pour les éviter, il faut nécessairement désinfecter les canaux et voir donc un autre système pour éviter la prolifération des moustiques. Même si l'utilisation des moustiquaires est très importante, les services d'hygiène doivent continuer la désinfection des zones de production des moustiques. Le paludisme qui reste toujours au Sénégal, donc où les autorités sont appelées, mais aussi les familles aussi sont appelées à se protéger, Mohamed. Et il y a autre chose qui m'inquiète. Si les femmes actuellement n'acceptent plus leur forme naturelle, elles préfèrent d'aller prendre des produits pour grossir. Donc en tant qu'homme, qu'en pensez-vous de cette décision? Cette question. En tout cas, c'est une grande question, mais je vais d'abord répondre à la question du paludisme. Voilà, on avait l'habitude de voir les moustiques en période d'été, mais à cette période d'hiver-là, on a vu qu'il y a beaucoup de moustiques à Dakar. Donc, comme le reportage l'a bien illustré, c'est à cause de l'ouverture des canaux, mais également le manque de désinfection au niveau des zones, voilà, où les moustiques se multiplient. Voilà, la question de la société, les femmes, moi, ce que je leur conseille, il faut chaque fois penser donc, aux conséquences de tout acte. Donc, il faut être naturel, accepter comment Dieu vous a créé. Donc, c'est la seule chose. Mais voilà, si on ne veut pas ce que Dieu nous a fait, je pense qu'on va rencontrer tôt ou tard les conséquences. Alors, les conséquences se voient au niveau de leur corps. Certaines femmes, voilà, je ne veux pas revenir sur les détails, mais elles savent bien qu'il y a des conséquences. Soyez naturelles, chères dames. La femme, c'est exceptionnel. Voilà. En tout cas, j'ai un mot à dire, parce que quand la femme est en train de prendre certaines choses pour être belle, donc je pense que les hommes, vous avez votre part de responsabilité. Parce que ici au Sénégal, de l'Afrique de manière générale, les hommes n'aiment pas les femmes minces, en fait. Quand tu es mince, on dit que tu es malade ou bien tu ne manges pas. Donc, les hommes préfèrent toujours avoir des femmes comme ça, quoi. Je pense que c'est la cause principale qui a poussé beaucoup de femmes donc d'aller boire des sirops, utiliser des produits naturels pour avoir une très belle forme. Donc, à chaque fois que vous traversez, donc c'est l'avis des hommes qui pousse aux femmes. Non, évite, non, c'est pas ça. Donc, tout dépend du choix. Donc, tout dépend du choix. Il y a des hommes qui choisissent de grosses femmes, mais aussi l'autre forme aussi, on aime. Donc,
En tout cas, l'essentiel c'est d'être naturel. Voilà. Soit naturel, donc les femmes. Naturel, voilà, comme les hommes aussi, il faut être naturel. Il ne faut pas donc créer des choses qui ne sont pas conformes avec la nature. Dieu nous a ainsi créés, donc acceptons-le. Je pense qu'on va faire une petite pause pour parler du sport. La page sport uniquement consacrée donc à la Coupe d'Afrique des Nations avec la deuxième journée dans la poule B. Le Sénégal donc, a été tenu en échec par la Guinée, 0 but partout. Donc les Lions n'ont pas brillé lors de la première période, mais au retour des vestiaires, on a vu une belle équipe d'Aliou Cissé accompagnée de Sadio Mané, mais également d'Habib Diallo. On va aussi parler donc de la Coupe d'Afrique des Nations concernant la réaction des entraîneurs tels que Aliou Cissé et Kaba Diawara, les deux entraîneurs. Donc se sont rencontrés sur le terrain, mais également ils se sont rencontrés sur les bancs. Donc les détails à suivre dans cet élément. La page sport qu'on va démarrer avec le derby 100% ouest-africain entre le Sénégal et la Guinée. Ce fut indécis, intense, mais sans but. Le Sénégal et la Guinée se sont neutralisés 0 but partout ce vendredi à Bafoussam lors de la deuxième journée de la phase de groupe de la CAN 2022 au Cameroun. Comme face au Zimbabwe, les poulains d'Aliou Cissé n'ont pas fait un grand match en première période. Ils ont été dominés par les hommes de Kaba Diawara qui ont manqué de peu d'ouvrir le score sur un face-à-face avec Sénidien en deuxième période. Le Sénégal a été mieux, s'offrant même une belle occasion par l'intermédiaire de Bouna Sarr. Mais dans l'ensemble, les Lions de la Teranga n'ont pas convaincu et concèdent le match nul 0 but partout face au Sili national. Actuellement, les deux équipes sont en tête de leur poule avec 4 points. La même différence de but et devront se départager lors de la troisième journée. Le Sénégal jouera face au Malawi le 18 janvier prochain, alors que la Guinée affrontera le Zimbabwe. Juste après le match, Aliou Cissé, l'entraîneur national du Sénégal, a donné son avis sur la rencontre. Nous l'écoutons. Oui, les ambitions restent les mêmes, malgré qu'on soit décimé. Je le dis encore, le Covid a constitué une équipe. Mais ce que je vois, c'est que la lecture que j'ai, c'est qu'effectivement, on a repris le contrôle du match en début de suspense. Habib est rentré, on est resté en 4-4-2. Après, j'ai fait rentrer Lopi pour densifier le milieu. Un match dominé en première partie par les Guinéens qui manquaient de lucidité devant les cases de Sénidien. Kaba Diawara, l'entraîneur de la Guinée, reconnaît l'intensité du match et confirme qu'il était face à une belle équipe du Sénégal. En jouant contre le Sénégal, vraiment, c'est une grosse équipe. C'est une grosse équipe qu'on a longtemps regardée. C'est des mondialistes. Ils sont sûrs de leur force. Donc, c'était un peu particulier, plus la dimension derby. Donc, oui, je peux dire que globalement, sur les 2 premiers matchs, on a bien réussi. Cette rencontre était très attendue au Sénégal où vivent beaucoup de Guinéens. Après le match, certains citoyens sénégalais et guinéens ont réagi au micro de Ousmane Niang. Alors, les Lions de la Teranga, ça m'a fait plaisir de les voir comme d'habitude, juste qu'il leur manque cette petite rage de vaincre, la rage du lion. Voilà, c'est ça qui m'a manqué. Mais j'espère que comme tout n'est pas joué, ils pourront se qualifier pour les 8e. On pouvait avoir une victoire. On pouvait avoir une victoire, mais il nous a manqué un peu de chance. Voilà. Il y a espoir. Il y a beaucoup d'espoir. On sera qualifié. Match bi de wax deug yalla des na lu bëre mais nak manka yi tamit ci jouer quoi. Bon, il faut comprendre qu'on vient de jouer un match difficile sous une chaleur atroce et on n'a pas joué avec la moitié de nos joueurs. Donc il fallait juste s'adapter par rapport au match et comprendre aussi que la Guinée n'est pas une mauvaise équipe, c'est une très bonne équipe. Au niveau du jeu, ça a un peu pêché au niveau du milieu de terrain parce que nous n'arrivons pas à faire de bonnes passes, à bien appuyer sur le ballon. Ensuite, ça a été un peu difficile de créer beaucoup d'occasions au niveau de l'équipe du Sénégal. Autre information dans la tanière de l'équipe nationale du Sénégal, ça a été chaud depuis hier avec l'affaire de la soirée. Diomansy Kamara, Fadiga et El Hadji Ousseynou Diouf. On les accuse même d'avoir propagé le coronavirus au sein de la tanière. Ainsi, Diomansy Kamara a sorti une vidéo pour faire la lumière. Fausse polémique en ce moment sur les réseaux sociaux sur la soirée de gala du Trophée Tour qui s'est déroulée hier ici à Yaoundé, à l'hôtel Hilton, avec Fally Ipupa notamment, où on voit Kali, Aliou, El Hadji, Alassane et tant d'autres être sur la scène avec Fally en disant qu'on n'a pas respecté les mesures barrières. Alors il faut savoir qu'ici à Yaoundé, quand vous allez dans des événements,
que ce soit un match de foot ou un événement de gala, vous devez présenter un test négatif de PCR datant de moins de 48 ou de 24 heures. Voilà, donc c'est cet élément qui met fin à cette édition. Mais avant de quitter, d'accord, votre avis sur les Lions du Sénégal? En tout cas, je suis tellement déçue et malgré tout, je souhaite bon sens à nos Lions, mais je suis trop découragée en fait. Pourquoi vous êtes découragée? La Guinée nous a mené vraiment, les Guinéens sont montrés très forts le début du match jusqu'à la fin. Donc il est temps que les Sénégalais, les joueurs, prennent les choses au sérieux. Parce que la CAN... Ça nous appartient. Ah oui. Mais attention, on a des absents. Là, c'est un autre problème. Oui, c'est un autre problème. Je pense que contre Malawi, nous allons passer pour les 8e de finale. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était le grand journal de la semaine. Comme d'habitude, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir. Preview.